Hey, salut les ludistes, c'est Seb. Donc aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer les règles de U-Boat The Board Game en rongeant mon frein et en attendant l'arrivée de l'application puisqu'elle n'est pas encore tout à fait finalisée. Un jeu édité par Phalanx et développé par Iron Wolf Studio et traduit par Asynchron. Sans l'application, je devrais quand même pouvoir vous expliquer en tout cas les tenants et aboutissants et les rôles que chaque joueur va pouvoir prendre. Donc c'est un jeu coopératif où chaque joueur va avoir un rôle au sein d'un U-boat, d'un sous-marin, un 7C, un type 7C. En tout cas, je vais tenter de vous expliquer ça. Allez, c'est parti. Ok, donc on va commencer par des règles, on va dire, un peu globales, c'est-à-dire des règles qui vont être valables pour tous les joueurs. Et je m'attarderai ensuite sur les règles un peu plus précises de chaque rôle. Alors au début, ce qui va se passer en fait, c'est que donc chaque joueur va choisir son rôle et le but du jeu sera, en fonction de ce que vous aurez choisi, de avoir le plus de points de renommée. Ce point de renommée va s'acquérir en remplissant des objectifs. Donc vous aurez généralement un objectif de mission et des objectifs secondaires, donc un objectif principal et des objectifs secondaires. Et vous gagnerez aussi des points de renommée en coulant des navires ennemis. Comment est-ce qu'une mission se termine? Eh bien, la mission se termine soit lorsque le temps de mission est écoulé, soit lorsque le sous-marin est rentré à la base. Donc ça, il y a un petit pion, enfin pas un petit pion, mais un petit curseur pour faire rentrer directement le U-boat à la base si vous ne souhaitez pas le faire revenir de vous-même. Ou alors quand le sous-marin est détruit ou coulé ou que tous les marins sont tués. À ce moment-là, l'application calcule en fonction de ce que vous avez fait, remplit vos objectifs et coulé des navires, vos points de réputation et vous donne une sorte de note entre guillemets qui va de S à F, sachant que donc S c'est spectaculaire, A c'est excellent, B c'est bon, C c'est correct, D décevant, E mauvais et F c'est l'échec de la mission. Donc au début du jeu, vous pourrez soit choisir une mission unique qui consistera simplement à remplir un objectif. Bon, ça généralement c'est ce qui va être pratique pour essayer d'apprendre le jeu. Ensuite, vous allez avoir des missions liées. Ce qu'on appelle des missions liées, donc ça sera des missions qui vont se suivre, mais généralement en session de jeu ça veut dire que vous ferez une mission unique et vous aurez la possibilité d'enregistrer vos missions, les missions passées, et donc vous pourrez reprendre sur une autre mission, ou bien le mode campagne, où là vous jouerez toutes les missions liées et il y aura des petits suppléments tels que des trousses de soins supplémentaires, voilà, des petites règles qui vont varier. Alors pour le début de la règle, donc au départ chaque joueur va avoir 4 marins. Donc là par exemple vous voyez que j'ai mis 4 marins dans chaque section, donc dans la section 1, 2, 3 et 4, et chaque socle va avoir une forme différente. Et donc sur les aides de jeu, vous placerez les marins dans les sections concernées pour chaque joueur. Chaque joueur va contrôler 8 marins en tout. Il y aura le quart actif et le quart inactif. Quand l'application, via une cloche, vous demandera de changer de quart, eh bien vous aurez juste à basculer la petite réglette de l'autre côté vers le haut et le quart actif deviendra inactif et le quart inactif, lui, deviendra actif. Donc ensuite, il y a un élément prépondérant dans les ordres du commandant qui sera la réaffectation. La réaffectation est un ordre, alors un ordre entre guillemets, mais j'y reviendrai après, c'est un ordre qui va permettre aux joueurs de déplacer tous les marins dans le U-boat. Vous avez la section 8, donc le kiosque qui est ici,
qui est adjacente au pont avant et qui constitue, en termes d'attaque par exemple d'avion, une seule situation, mais il peut y avoir des problèmes ou bien des ordres de poste sur le kiosque et sur l'avant par exemple pour utiliser le 88. Donc ces deux sections là, donc le 8 et le 7, le pont avant, sont adjacentes. La section 8 est adjacente à la section 3, donc la seule possibilité d'aller sur le kiosque sera passer par le poste de commandement qui se trouve ici, en section 3. Ensuite, vous avez les sections de 1 à 6 qui sont liées entre elles. Et bien, lors d'un ordre de réaffectation, il faudra que toutes les sections soient liées pour aller d'un endroit à un autre. On verra dans l'explication de règles un peu plus tard au niveau du chef mécanicien qu'il peut y avoir une section d'inondé, et auquel cas vous ne pourrez pas aller à un endroit en ayant une section continue. Donc bon, ça je vous expliquerai un peu plus tard. Donc lors d'une réaffectation, eh bien simplement vous pourrez déplacer et il faudra tracer, il faudra du moins vous déplacer parmi les sections disponibles pour aller d'un endroit A à un endroit B. La réaffectation est très importante, mais j'y reviendrai lorsque je décrirai le commandant. Pour le moment, je vous explique un peu les règles que tous les joueurs feront. Ensuite, donc là je vous expliquais le changement de quart. Quand un marin a un ordre donné, eh bien il va placer un jeton activation. Chaque marin a 3 emplacements de jetons activation. Lorsqu'un marin a 3 jetons activation, eh bien il ne peut plus exécuter d'ordre. D'accord ? Donc là par exemple l'officier de quart ne peut plus exécuter d'ordre puisque sa piste d'activation qui est de 3 emplacements pour chaque marin n'est plus, il n'y a plus d'emplacement disponible, donc il ne peut plus réaliser l'activation. Ensuite, pour chaque marin, vous avez ce qu'on appelle des spécialisations. Les spécialisations sont les petites icônes que vous avez ici, sur lesquelles je reviendrai plus en profondeur dans la description de chaque rôle. Mais sachez que, eh bien, une spécialisation peut être donnée, par exemple pour le torpilleur triangle qui est ici, eh bien, il peut recharger une torpille, ou bien lancer un tube, ou bien inonder un tube. Enfin, lancer une torpille ou inonder un tube. Et donc, on voit que le torpilleur qui est ici, eh bien, est spécialisé dans le rechargement et dans lancer ou lancer une torpille ou bien mettre un tube en eau. Ça, c'est sa spécialisation. Quand un ordre est donné par le commandant et que le marin a la spécialisation en question, eh bien, vous mettrez un seul jeton. Si par exemple, mon torpilleur ici doit réparer pour une raison quelconque, à un endroit du sous-marin, la réparation va se faire avec une clé par une symbolisation de clé à molette. Et bien comme le torpilleur n'a pas la clé à molette ici de dessiner, pour réaliser l'action, il peut faire l'action, simplement ça lui demandera 2 jetons activation au lieu d'un seul. Donc voilà comment va se passer au global tous les ordres qui seront donnés par le capitaine, enfin par le commandant. On verra que lors d'une réaffectation, il peut y avoir des sections qui ont des problèmes techniques, alors ce qu'on appelle des problèmes d'environnement. Il y a 3 types de problèmes d'environnement, mais j'y reviendrai sur le chef mécanicien. Et par exemple, cette section-là, c'est un problème environnement puisque dans le moteur, la section des moteurs thermiques, eh bien là, il y a un incendie. Et bien, lors de la réaffectation, les marins qui passent par cette section ou bien qui traversent cette section, qui s'arrêtent sur cette section, eh bien vont peut-être subir des dégâts. Et donc ça c'est lié au problème d'environnement. Il faudra bien entendu que le marin, le rôle en question, qui est en l'occurrence le chef mécanicien, se souvienne un peu de qui est passé par cette section pour déterminer qui sera blessé, mais ça j'y reviendrai plus tard. Mais sachez que quand on a un problème d'environnement, c'est généralement assez dangereux et que c'est ce qu'on appelle une section dangereuse. Lorsqu'il y a du moins un incendie des gaz ou un problème électrique, j'y reviendrai plus en détail de tout ça, mais sachez simplement que quand vous avez un problème d'environnement lors d'une réaffectation, eh bien des marins peuvent être blessés.
L'activation, donc je voulais expliquer principalement. Ensuite, il y a deux autres types d'ordres spécifiques qui sont liés à la réparation et à l'observation. Donc, admettons par exemple que mon torpilleur, donc admettons que j'ai pas de truc ici, mais que mon torpilleur est sur le pont, donc le torpilleur triangle est sur le kiosque, et reçoit l'ordre de observer. Dans ce cas-là, je vais poser comme ça un jeton jumelle. Je vais poser un jeton jumelle sur mon torpilleur triangle. Par contre, comme il n'a pas la spécialisation observation, je devrais lui assigner en plus un jeton activation. D'accord ? S'il avait eu une spécialisation observation, dans ce cas-là, j'aurais juste mis le jeton d'observation. L'observation est considérée, le marin est considéré comme étant à une tâche spécifique, et cette tâche-là, on considère que du coup le marin est occupé. Il est activé, certes, mais il est ce qu'on appelle occupé. Il va y avoir une certaine incidence. Pourquoi ? Parce que tant qu'il a ce jeton-là, il peut réaliser l'ordre donné. Donc là, il peut observer, il peut continuer à observer ce qui se passe autour du sous-marin lorsqu'il est en surface. Mais pour une raison quelconque, s'il vient à être déplacé, eh bien, on aura juste à retourner ce jeton. Donc là, l'ordre aura été activé, donc ça deviendra une activation, et qu'admettons par exemple il faille que je me rende ici. Donc là, j'abandonne mon poste d'observation, donc je retourne mon pion. Et en plus, du coup, comme je ne suis plus en observation, le second devra rentrer dans l'application le fait qu'il n'y a plus personne sur le kiosque et que du coup il n'y a plus d'observateur. C'est spécifique, je reviendrai sur le second, mais sachez que le premier ordre, disons que le premier statut occupé, ce qu'on appelle un statut occupé, c'est l'observation. Le deuxième statut occupé, c'est la réparation. La réparation va subvenir lorsque l'application va nous dire, par exemple, eh bien, j'ai une ampoule qui casse dans une section, par exemple. Eh bien, ça, alors pas une ampoule qui casse, mais un léger problème dans une section, par exemple, on va dire la section 5, pour reprendre, tiens, voilà l'exemple donné. Donc, on va dire que, alors, évidemment, c'est pas le bon jeton que je pioche. Donc dans la section 5 ici, l'application nous indique qu'il y a un problème technique, un problème technique relativement, c'est une maintenance en fait, les jetons verts c'est des maintenances, et que j'alloue mon marin, eh bien, sur la section concernée pour qu'il répare le problème. Et bien là, le deuxième statut occupé, ça sera la réparation. Et bien là, idem, vous allez mettre ce petit jeton-ci, et le second devra rentrer dans l'application combien de marins sont en train de s'occuper de la maintenance. Si pour une raison quelconque, ce marin devient à se déplacer, eh bien, je vais retourner le pion qui va m'indiquer un statut. Alors là, on ne le voit pas très bien, mais ça ressemblera à ça, qui va m'indiquer que il a abandonné sa réparation, mais que du coup le marin a quand même été occupé à réparer ce problème de maintenance. Ensuite, je vais vous faire un petit exemple. Admettons que mes marins aient été activés et que donc on soit hop là, comme ceci. Donc là, le commandant a été activé une fois, l'officier de quart a été activé 2 fois, a fait 2 activations, le torpilleur a été activé 2 fois, et le deuxième torpilleur a été activé une fois. Lorsque la cloche sonne, il y a un changement de quart. Lorsqu'il y a un changement de quart, je vous ai dit tout à l'heure que vous retourniez votre petite plaquette, et dès lors, vous avez la possibilité de retirer un jeton pour chaque marin, et vous retirez seulement un jeton pour chaque marin. Ça symbolise en fait que les marins vont se reposer. Donc là, vous voyez que maintenant, eh bien, les marins 2 et 3 ont toujours un jeton d'activation. Donc là, ça va impacter pas le quart suivant, mais le troisième quart du coup, puisque quand le quart va revenir aux 4 précédents marins, eh bien là, ils auront plus que 2 activations. Au niveau, donc pour les statuts occupés, ça va être presque la même chose.
Admettons que lui a réparé et que l'officier de quart, pardon, est en observation. Et bien là, alors déjà, le premier point, je vous rappelle, comme je n'ai pas le statut observation et comme je n'ai pas le statut réparation, et bien je peux faire exécuter l'ordre, mais je dois allouer un deuxième jeton activation. Lors d'un changement de quart, vous allez retirer donc les jetons activation. En revanche, les statuts occupés, vous allez les basculer sur les autres marins qui prennent la relève en fait. Donc là, le Bosco, ce qu'on appelle, alors tiens, je ne sais pas ce que c'est, tiens, je ne connaissais pas. A priori, c'est la personne qui observe par le périscope. Donc le Bosco pas récupère, mais continue le travail du précédent quart, et l'observation reste aussi, que le torpilleur continue le travail du précédent marin. Donc ça, voilà comment ça se passe pour les statuts occupés. En fait, grosso merdo, pour les statuts occupés, vous ne retirez pas les jetons, vous les basculez d'un marin à l'autre. Ça, c'était pour le changement de quart, le statut occupé et les activations. Ensuite, vous allez avoir la santé de l'équipage. Alors la santé de l'équipage va être déterminée par certains points qui va s'être passé. Donc dans mon exemple de tout à l'heure, eh bien si un marin est brûlé, il aura peut-être je dis bien parce que je vous expliquerai comment ça se passe, mais il aura peut-être, mon triangle du coup, le marin en triangle aura peut-être une blessure. Si c'est le cas, eh bien il aura une carte blessure. Les cartes blessures ressemblent. Alors je vais essayer de vous montrer exactement comment ça se passe. Donc là, comme c'est le cas d'une brûlure, eh bien le second devra piocher une carte dans le paquet de cartes brûlure. J'y reviendrai plus en détail lorsque je décrirai le second. Et voilà, une carte blessure se montre comme ceci. Donc du coup, admettons que sur mon premier quart, le triangle soit mon marin triangle, mon torpilleur triangle soit baissé. Et bien déjà, vous allez mettre en fonction du quart, donc c'est-à-dire que sur la carte, vous allez avoir le même type d'icône en haut et en bas, de manière à ce que quand vous êtes sur un quart ou quand vous êtes sur l'autre quart, eh bien vous glissiez la carte en haut ou en bas. Admettons qu'on soit comme ceci et que mon marin triangle subisse une blessure. Dans ce cas-là, vous allez mettre les jetons blessures à la place des jetons activation. Donc dans ce cas-là, il va avoir une blessure et il va être fatigué. Donc autrement dit, je vais lui mettre une blessure et il va être fatigué. Tant que le second, puisque c'est le second qui va s'occuper de soigner les collègues, tant que cette blessure ne sera pas soignée, eh bien vous voyez que ce marin-là aura plus qu'un espace d'activation. Donc ça peut poser problème. J'y reviendrai évidemment en plus en détail lorsque je décrirai le second. Ensuite, le deuxième point, c'est la mort en service. La mort en service intervient quand vous avez 2 jetons santé sur un marin. Dans ce cas-là, le marin est décédé. Alors, je vous ai dit que du coup, pour un changement de quart, vous aviez du coup 2 marins triangles par exemple, mais il n'y a toujours qu'un quart qui est actif. Comment ça va être symbolisé ? Eh bien, ce marin, lorsque ce quart-là, donc déjà on retirera évidemment tous les jetons et on mettra un jeton spécifique à cet emplacement pour indiquer que le marin est décédé. Eh bien, ce qui se passe, c'est que l'autre marin en question, donc là, hop, admettons, voilà, ce marin est décédé, bom, donc on retire la carte évidemment, hein. Hop là. Si ce marin est décédé, on va mettre ce jeton là. Donc chaque fois qu'on sera sur le quart inférieur, eh bien on mettra la figurine sur le portrait. On mettra la figurine sur le portrait. Lorsqu'il y aura un changement de quart, eh bien on remettra la figurine. Là ici, ce marin là n'est pas mort. Eh bien je pourrais réaffecter ce marin dans n'importe quelle section, la section de mon choix. Bien évidemment, si le sous-marin est en plongée, on ne pourra pas le mettre sur le kiosque ou sur le pont, hein, cela va de soi, mais vous pourrez allouer l'autre marin sur n'importe quelle section. Quand le changement de quart, un autre changement de quart interviendra, eh bien, le marin triangle sera décédé, donc je retirerai la figurine que je viendrai placer sur le portrait. Autre point, tous les rôles vont avoir 2 jetons cigarettes.
Les jetons cigarettes sont symbolisés par ces deux petits jetons-là. Eh bien en fait c'est un moyen, en tout cas, c'est pas le moyen, mais c'est un moyen de pouvoir récupérer de l'activation. Donc si je vous fais par exemple, si je vous mets un petit exemple, hop là, et admettons que le commandant soit hyper, voilà, admettons, voilà, POC. Donc on a deux marins qui sont bien entamés, et voilà. Et on va dire que mes 4 marins, ici, hop là, sont sur le pont. Alors la cigarette, déjà il faut savoir que par quart, les marins ne peuvent fumer qu'une seule fois. En revanche, comme vous pouvez avoir jusqu'à 6 et de mémoire 3 sur le pont avant, je crois que c'est 3 emplacements sur le pont avant, puisque pour utiliser le 88, il faut 3 marins. Donc, et que vous pouvez avoir jusqu'à 6 marins en observation, à moins que ça soit sur les deux, je sais pas trop ça. Mais je crois que sur le kiosque c'est 6. Mais admettons que là, par exemple, le commandant peut utiliser un jeton cigarette pour retirer un jeton activation par marin. Le jeton cigarette permet de retirer un jeton d'activation sur 4 marins, mais pas forcément les siens. Il peut retirer aussi sur les autres joueurs. Mais du coup, dans mon exemple, si j'avais eu 3 blancs et 3 verts, par exemple, 3 socles verts, eh bien j'aurais utilisé mon jeton pour retirer un jeton sur 3 marins, mais mon quatrième, j'aurais pu le retirer sur le marin du rôle de l'autre collègue, et l'autre joueur peut faire de même, seulement on ne va pas retirer les jetons puisque eux ont déjà fumé. Par contre pour les siens, eh bien lui il va pouvoir retirer des jetons activation. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je viens d'expliquer, mais sachez en tout cas que par marin, quand vous utilisez un paquet de cigarettes, donc quand vous utilisez un jeton cigarette, eh bien vous pouvez retirer sur 4 marins, vous pouvez retirer jusqu'à un jeton activation. Voilà en gros comment ça va se passer pour l'ensemble des joueurs. C'est-à-dire l'activation où vous allez mettre les jetons, le changement de quart où vous allez retirer des jetons pour le quart qui va se reposer. N'oubliez pas que chaque marin a que 3 emplacements pour poser ses jetons. Ensuite, il peut y avoir des dégâts lors d'une réorganisation. Je vais y venir avec l'explication du commandant. Ça sera au chef mécanicien de gérer un peu ce qui va se passer, mais j'y reviendrai plus en détail dans chaque description. N'oubliez pas que les réparations et l'observation, c'est-à-dire les ordres qui sont gérés avec ces 2 jetons, eh bien, vous ne retirez pas les ordres. Lors d'un changement de quart, vous les faites passer au quart suivant, c'est-à-dire que les marins du quart suivant prennent la relève concernant ces 2 jetons-là. Pareil, je vous les décrirai plus en détail lorsqu'ils viendront, mais sachez que avec les petites clés ou avec les jumelles, ce sont des statuts occupés et que là, vous ne retirez pas les jetons activation. Vous appliquez les dommages à l'équipage lorsque vous traversez des sections qui sont enflammées ou bien avec un gaz toxique ou bien avec un problème électrique. Ça, j'y reviendrai avec le chef mécanicien plus en détail. Et bien voilà pour un survol global des règles qui seront allouées à chaque joueur. Je vais maintenant vous décrire les règles qui seront plus précisément pour chaque rôle. Ok, je vais maintenant donc vous expliquer les règles qui sont liées au commandant. Alors le commandant, ça va être un peu le chef d'orchestre de la gestion du U-Boat. Pour pouvoir se faire, il va gérer la piste d'ordre qui va être la piste du haut, qui va commencer à 8 et qui va aller jusqu'à 0. Vous avez donc la piste d'ordre qui est en haut et la piste de morale qui est en dessous. Chaque fois que le commandant va ordonner, va donner un ordre, eh bien il va baisser sur la piste d'ordre, il va baisser de 1 pour chaque ordre donné. Une fois qu'il arrive au bout, il ne peut plus donner d'ordre et donc du coup il va entamer la piste de morale. Vous voyez que vous avez une flèche sur 10, 8, 6, 4, 2 et 0. Et bien chaque fois que le pion va passer sur une flèche, le commandant va piocher une carte correspondant. Donc c'est des cartes plus ou moins néfastes.
mais des cartes morales, plus ou moins néfastes, et donc on va appliquer cette carte. Plus il va demander aux marins d'être efficaces, ou du moins plus il va donner d'ordre à ses marins, plus la piste de morale va continuer à avancer tant que la piste d'ordre est sur le dernier cercle. Alors bien évidemment, si le jeton de la piste de morale passe par plusieurs cercles, eh bien on va piocher un nombre de cartes, autant de cartes. Par exemple, si j'étais à 11 et que je donne 4 ordres, 1, 2, 3, 4, eh bien je devrais piocher 2 cartes et on les effectue, on les résout dans l'ordre donné, enfin dans l'ordre pioché du moins. Lorsque il n'y a plus de morale, là ça devient très critique pour le sous-marin. Ça devient très critique, pourquoi? Parce que il suffit qu'il se passe l'une des deux choses suivantes, soit une voie d'eau, soit un certain type, enfin notamment les dangers environnementaux, donc les problèmes environnementaux, qui sont l'incendie, le problème électrique ou bien le problème de gaz qui, lorsqu'il survient, fait perdre un point de morale à l'équipage. Et si cela survient et qu'on est au bout, et bien là, la partie est perdue, les joueurs ont perdu. Donc ça va être très important de gérer à la fois la piste d'ordre et la piste de morale. La piste de morale, elle, ne remontera jamais à chaque quart. À chaque quart, le commandant va faire remonter ses points d'ordre. Donc ça va dépendre de la difficulté, mais si par exemple, admettons que je suis là, ça va dépendre de la difficulté, pardon. Si je suis en difficulté facile, je vais récupérer 5 points d'ordre. Si je suis en difficulté moyenne, je vais récupérer 4 points d'ordre. Et si je suis en difficulté difficile, je vais récupérer que 3 points d'ordre. En revanche, le moral, lui, à chaque changement de quart, ne va pas être récupéré. Il y a bien sûr plusieurs moyens de récupérer de moral. Ce moral est la cuisine, c'est-à-dire géré par le navigateur. Le navigateur va faire de la cuisine. L'application vous demandera de manger. Et si vous arrivez à manger ce qu'il faut, vous allez récupérer un moral. Les autres possibilités de récupérer du moral sont: vous détruisez un navire allié, auquel cas vous récupérez 3 points de moral. Lorsque vous résolvez un problème d'environnement, vous gagnez 2 moral. Et bien évidemment, il y a les cartes que j'ai ici sur lesquelles je reviendrai un petit peu après, mais sachez que en fait, non, je vais y venir tout de suite. En fait, le commandant a des cartes comme ça qui vont l'aider, et en fait, ces cartes-là seront données en fonction de la difficulté, j'imagine, mais l'application va vous demander en fonction de la difficulté du commandant de choisir alors je pense que ça doit être de 4 à 6 cartes à mon avis, ou de 2 à 6 cartes, je sais pas. Mais admettons que je sois en normal, alors ça je peux pas vous dire parce que j'ai pas l'application encore, je peux pas vous dire, mais admettons que au début du jeu, eh bien, le commandant ait, en fonction de sa difficulté, 4 cartes. Eh bien ces cartes-là vont pouvoir servir à récupérer du moral. Quand ces cartes sont utilisées, on les défausse complètement dans la boîte, elles ne seront plus utilisées. Donc voilà aussi une autre manière de récupérer du moral. On peut bien sûr aussi en cours de partie perdre du moral. Lorsqu'un marin meurt, vous allez perdre 2 points de moral. Lorsque un problème environnemental se déclare, donc soit un incendie, soit un choc, soit un problème électrique, soit un problème de gaz, eh bien vous allez perdre un moral. Généralement ça, je pense que pour les problèmes environnementaux, c'est l'application va vous dire placez le jeton et perdre un 1 en moral. Et je crois qu'aussi quand il y a une voie d'eau, c'est-à-dire un compartiment une section qui vient à être inondée, et bien là aussi si on rate, si on n'arrive pas à la réparer, et bien on perd aussi en morale. Donc le commandant lui va gérer la piste d'ordre, et s'il n'a plus d'ordre, et bien c'est la piste de morale qui va commencer à être entamée. Je vous ai expliqué les cartes ici.
Alors je ne vais pas vous décrire toutes les cartes qu'il y a, hein, mais voilà, vous comprenez que eh bien, quand je passe par exemple ici, je vais piocher ce type de carte là, et je suppose, parce que je n'ai pas encore vérifié ni joué, mais je suppose que les cartes, plus vous êtes dans le rouge, plus ça devient violent. Alors sur ces cartes là, ce que je peux vous dire, c'est que il peut y avoir des choses bien, mais il peut y avoir des choses pas bien, comme par exemple perdre de la nourriture, un marin se blesse, le cuistot a fait un super repas, donc vous allez peut-être gagner un peu plus en morale. Voilà, pas mal de petites choses comme ça qui font que c'est des events qui sont complètement aléatoires et qui vont dépendre de comment le commandant va demander, enfin va impacter les marins avec les ordres. Maintenant, pour les ordres, je vais un petit peu faire aussi. Alors, si, un autre point, il a ce qu'on appelle ça, donc ce qu'on appelle. Il a un sachet avec tous les pions dedans. Alors, je vais vous les montrer. Hop là. Tous les pions dedans de tous les marins. En fait, cette petite pochette avec tous ces pions-là va servir à comment est-ce qu'on va déterminer des problèmes. C'est-à-dire que par exemple, je vous expliquais que les cartes là-bas, le moral, quand le moral baissait, vous allez peut-être piocher une carte. Et cette carte va vous dire par exemple, tel marin pioché aléatoirement, tiré aléatoirement du moins, va subir une blessure. Eh bien, le rôle du commandant, ça va être de déterminer aléatoirement en piochant dans ce petit sac quel marin va être blessé par exemple. Et bien là, je sais que c'est le rond blanc. Donc il va gérer aussi comment est-ce que les marins, grâce à ce petit sac et tous les pions des marins dedans, quel marin va être, ou quels marins vont être, parce que ça peut être au pluriel, vont être blessés ou subir un truc plus ou moins néfaste. Ensuite, pour le commandant, lui, il va être, au-delà des ordres sur lesquels je reviendrai après, ces marins vont avoir des spécialisations liées aux torpilles. Et pas que. Chaque marin va avoir donc 2 spécialisations. Je vais vous faire aussi un petit peu la description des spécialisations en même temps. Donc là, vous avez le périscope. Donc le commandant, lui, il peut gérer le périscope et le message qu'il va transmettre à tous les marins du U-boat. Généralement, c'est grâce à cette spécialisation-là que vous pourrez utiliser les cartes qui vont redonner du moral. Ensuite, on a l'officier de quart. L'officier de quart, lui, va pouvoir faire des acquisitions de cibles, donc avant de tirer la torpille, et va pouvoir aussi recharger les torpilles. Ensuite, on a les torpilleurs, donc là c'est soit mettre un tube en eau, soit tirer une torpille et recharger. Et enfin, on a le deuxième torpilleur qui est la même chose en fait. Et attention, puisque quand vous changez de quart, eh bien les spécialisations ne sont plus du tout les mêmes. C'est-à-dire que là, c'est plutôt l'enseigne et le torpilleur qui vont recharger et tirer ou mettre un tube en eau. Ensuite, c'est le Bosco qui va pouvoir s'occuper du périscope. Et enfin, c'est le quartier-maître qui va pouvoir faire l'acquisition cible et transmettre les messages à l'équipage. Donc, vous voyez que quand vous changez de quart, voilà, les spécialisations ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que les marins avec les socles différents ont changé. Alors, dans la règle, ils préconisent que pour une première partie, vous pouvez ne pas changer de quart, mais simplement glisser. Ce qui fait que c'est un peu plus facile à gérer. Après, ça, c'est vous qui voyez. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le commandant? Je vais maintenant vous décrire en fait les ordres. Donc les ordres, ça va être tout ça. C'est-à-dire que le commandant va devoir gérer des ordres de manœuvre, les ordres de combat, l'acquisition de cibles, la navigation et les renseignements, ainsi que la sécurité et l'organisation de l'équipage. Par ailleurs, donc ça c'est une l'aide de jeu qui est liée au commandant. Par ailleurs, vous voyez ici que dans ce tableau-là, ce sera les ordres qui sont alloués au commandant. Ensuite, vous avez la section où se trouve, si je donne par exemple l'ordre périscope, eh bien le périscope se trouve dans la section 3. Généralement, c'est rappelé ici sur le plateau où vous avez les différentes icônes de chaque ordre. Ensuite, vous avez les prérequis. Les prérequis concernent en fait le nombre de spécialisations, ou en tout cas pour expliquer plus simplement le nombre de marins qui sont nécessaires à exécuter l'ordre. Vous voyez par ici par exemple que le périscope ça nécessite un marin, qu'il ait la spécialisation ou non, mais recharger un tube, et bien là vous voyez que il vous faut 3 marins au moins pour pouvoir faire cette spécialisation. Bien évidemment, je vous rappelle que les marins peuvent aider les autres, ceux qui n'ont pas la spécialisation auront simplement un jeton activation à payer en plus.
Donc je vais vous faire maintenant la description de tous les ordres qui sont ici. Donc le premier ordre au niveau des ordres de manœuvre, ça va être machine en avant. Donc ça va être machine en avant toute, ou bien machine middle, ou bien machine avancée lentement, ou bien reculer. Donc ça c'est un ordre qui est donné au chef mécanicien qui devra indiquer sur son plateau et au second sur l'application le type, la vitesse à laquelle va le marin. Ensuite, vous avez le cap. Venez au 330, par exemple, au 330. Donc ça va être le cap du sous-marin qui constitue un ordre. Ça, c'est un ordre qui est valable pour le second qui devra rentrer le cap dans l'application. Vous avez amenez-nous à tant de mètres. Donc ça, c'est quand vous êtes en profondeur. Et bien là, le commandant dit amenez-nous, par exemple, à 150 mètres, admettons. Donc là, pareil, il faudra que les ordres soient donnés au rôle en conséquence. Ensuite, vous avez plongée ou surface. Donc là, si le marin est en surface, vous allez en plongée. S'il est en plongée, vous remontez en surface. J'y reviendrai un peu dans les descriptions des règles, mais là, je vous explique un peu les ordres. Ensuite, on a l'ordre de combat, qui est le conjugateur de tir. Donc là, ça va servir à donner, à appuyer du moins sur combien de tubes vont pouvoir avoir un conjugateur de tir. Ces ordres sont un peu particuliers. Donc tous les ordres que je viens de vous donner, les ordres de manœuvre, sont donc pour un ordre, vous allez exécuter un ordre et l'ordre va être appliqué. Le conjugateur de tir, pour l'ordre conjugateur de tir, vous allez pouvoir mettre le conjugateur de tir, c'est-à-dire appuyer sur les tubes que vous souhaitez lancer autant de fois que vous le souhaitez. C'est-à-dire que ça va nécessiter qu'un ordre conjugateur de tir pour, par exemple, faire le conjugateur de tir sur 1, 2 ou 3 tubes. Inonder le tube, ça va être pareil. Pour inonder un tube, eh bien, il va vous falloir, donc par exemple, inonder le tube, ce que je reviens dans la description qui est ici. Vous voyez que ici, ça nécessite qu'un marin. Eh bien, avec inonder le tube, l'ordre inonder le tube, vous pouvez inonder autant de tubes que vous le souhaitez. Le truc, c'est que ça nécessite un marin, comme je vous l'avais vu, qui est la spécialisation, ou pas d'ailleurs, mais qui est au moins la spécialisation inonder le tube. Et bien là, avec un seul marin qui a cette spécialisation, ça veut dire que je peux inonder 3 tubes avec un seul marin. Donc là, on était sur inonder le tube. Maintenant, j'ai lancé le tube. Là, ça va être pareil. Pour lancer un tube, il va vous falloir donc toujours la petite spécialisation ou pas, toujours pareil, mais cette petite spécialisation-ci, ici, donc c'est la même que pour inonder les tubes. Et bien pour lancer une torpille, eh bien ça sera exactement la même spécialisation. Et pareil, si j'ai la spécialisation, eh bien je vais pouvoir lancer 1, 2 ou 3 torpilles. Si je n'ai pas la spécialisation, eh bien je devrais lancer que 2 torpilles. Mais vous pouvez lancer autant de torpilles que vous le souhaitez avec un seul ordre tube lancé. Donc voilà, vous avez les tubes. Petit point de règle, sachez que vous avez 4 tubes à l'avant et le 5e est à l'arrière. Donc si en fonction de l'orientation que aura votre sous-marin, eh bien vous devrez dire tube 1, 2, 3, 4 qui seront à l'avant ou bien tube 5 qui sera à l'arrière. Ensuite, vous avez 88, ouvrez le feu. Donc là, vous allez utiliser le canon de 88 qui est sur le pont du sous-marin, qui nécessitera un certain nombre de mariniers. De mémoire, ça doit être 3, donc là, forcément, c'est le canon de 88 de mémoire est alloué au navigateur, je crois, ou à un autre rôle. Mais toujours est-il que sur la planche d'aide de ce rôle-là-ci, eh bien, vous aurez 3 canons 88. Bref. Donc ouvrez le feu, ça constitue un ordre, et utilisez le flak, c'est-à-dire la deuxième arme qui est sur le kiosque, sur la passerelle du moins, eh bien ça nécessitera aussi un certain nombre de marins et l'utilisation d'un ordre. Ensuite, vous avez les ordres d'acquisition de cible, de navigation et de renseignement. L'ordre veilleur sur la passerelle, vous allez donc par exemple mettre 4 veilleurs sur la passerelle. Donc les veilleurs sur la passerelle, je rappelle, vous allez mettre ce petit jeton au marin en question, et ça c'est des spécialisations qui se situent plus sur le navigateur. Donc le navigateur aura beaucoup plus de facilité à effectuer les ordres d'observation, et le second rentrera le nombre de marins qu'il y a sur le kiosque en observation dans l'application. Vous avez le périscope. Donc là, le marin va pouvoir séparer, c'est un ordre alloué au périscope. Alors, tant qu'un marin
ne fait pas d'autres actions et reste sur la même action, il n'est pas nécessaire de répéter l'ordre. Par exemple, si j'envoie un marin au périscope et que ce marin reste au périscope et qu'il ne fait pas d'autres ordres, eh bien vous avez la possibilité d'observer au périscope un nombre de fois illimité que vous le souhaitez et vous n'avez pas besoin de refaire l'ordre périscope pour pouvoir observer au périscope. Tant que ce marin reste au périscope et qu'il ne fait rien d'autre, qu'il ne bouge pas, en tout cas qu'il ne bouge pas, parce que vous pouvez allouer plusieurs ordres différents qui vont nécessiter plusieurs jetons activation. Par exemple, je pourrais dire eh bien ordre de périscope et de message aux équipages, eh bien, je vais activer une fois pour le périscope. Je pourrais observer au périscope autant de fois que je le souhaite tant que je ne me déplace pas. Je peux passer un message, mais le fait de passer un message ne vous retire pas du périscope, puisque ça se situe de mémoire au même endroit. Comme c'est au même endroit, mon marin ne bouge pas, donc je pourrais revenir sur le périscope par la suite sans avoir forcément à utiliser un jeton d'activation. Donc le périscope, ensuite vous avez le silence, donc là l'ordre silence, ça veut dire que le rôle en question utilisera l'hydrophone. L'hydrophone de mémoire est utilisé par le second, et donc là le second pourra utiliser l'hydrophone sur l'application. J'y reviendrai quand je vous expliquerai le second. Sachez simplement que là, identique, pareil, tant que le marin en question qui utilisera l'hydrophone reste en place et ne bouge pas, eh bien vous n'utiliserez qu'un ordre silence et vous pourrez utiliser autant de fois que vous le souhaitez l'hydrophone. Et enfin, on a l'ordre QG qui là va utiliser l'énigma et qui va vous permettre de envoyer des ordres au QG ou bien de recevoir des ordres de mission pendant la partie. Enfin, on passe à la sécurité et l'organisation de l'équipage. Donc là, vous allez pouvoir ordonner de réparer. Donc réparer, j'y reviendrai un peu plus précisément dans le chef mécanicien, enfin sur l'explication du chef mécanicien, mais sachez d'ores et déjà que un ordre réparer peut inclure plusieurs marins. Donc si 4 marins sont au bon endroit pour réparer un problème technique ou un problème environnemental, eh bien un ordre réparé va permettre d'activer 4 marins. Donc là vous mettrez des jetons activation à 4 marins pour pouvoir réparer le problème en question. Vous avez premier soin. Premier soin va vous permettre de donner un ordre pour soigner l'équipage. J'y reviendrai un peu plus précisément sur le second puisque c'est lui qui s'en occupe, mais sachez d'ores et déjà que premier soin ne peut être donné qu'une seule fois. C'est un ordre qui ne peut être donné qu'une seule fois, mais par contre vous allez pouvoir, si par exemple le médic est dans une même section que plusieurs marins qui sont blessés, eh bien pour une activation je vais pouvoir soigner un marin. Pour une autre activation, je vais pouvoir soigner un marin. Et pour une troisième activation, je vais pouvoir soigner un autre marin. Donc du coup, ça va être important que les marins blessés se retrouvent un peu dans la même situation, puisque le premier soin, ce qui est un ordre que vous allez pouvoir donner qu'une seule fois, ne pourra soigner, en fonction du nombre de jetons d'activation qu'il va claquer, plusieurs marins. Vous avez communication à l'équipage, donc là c'est le commandant qui l'a, c'est cette icône-ci qui est en section 3 et donc va vous permettre pour un ordre de jouer une carte du commandant. Vous avez préparé les repas, donc ça c'est un ordre donné au navigateur qui a un cuistot, alors ou pas, parce qu'évidemment n'importe qui peut préparer la cuisine, mais un marin du navigateur possède la spécialisation cuisine, donc c'est plus facile pour préparer le repas. Et généralement aussi la préparation du repas est sur le plateau navigateur, on y reviendra tout à l'heure, mais préparer le repas, eh bien c'est un ordre aussi. Et enfin, la réaffectation, qui est un ordre en lui-même. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure sur l'explication globale que tous les règles de tous les joueurs. Donc un bref rappel, c'est-à-dire que la réaffectation, ça va utiliser un ordre, mais tous les marins pourront se déplacer dans les sections qu'ils le souhaitent. En revanche, vous n'allez pas appliquer un jeton activation pour la réaffectation. C'est le seul ordre pour lequel vous ne mettez pas de jeton activation, puisque ce n'est pas un ordre en soi. Enfin, c'est bien un ordre, donc ça va être décompté sur la piste des ordres, mais la réaffectation permet de bouger
et c'est l'un des seuls moyens, entre guillemets, que vous aurez de vous déplacer dans le sous-marin, ça sera par l'ordre réaffectation. Donc il sera très important, lors d'une réaffectation, de bien anticiper et de placer vos marins. Généralement, effectivement, le commandant va expliquer pourquoi est-ce qu'il fait une réaffectation. Il va pas simplement dire réaffectation parce que du coup les joueurs ne savent pas où est-ce qu'ils vont aller. Mais il va par exemple dire on va faire une réaffectation pour pouvoir avancer à l'objectif. Avancer, du coup, ça veut dire qu'il va falloir activer la machinerie pour pouvoir faire avancer le sous-marin, qu'il va falloir activer la timonerie pour pouvoir changer de cap, qu'il va falloir aussi éventuellement aller en observation pour savoir le nombre de marins qui vont observer. Donc là, avec de l'expérience, les joueurs le sauront, et simplement quand le commandant va dire, eh bien, réaffectation pour faire avancer le sous-marin par exemple, les joueurs concernés sauront que on devra placer les marins au bon endroit. La réaffectation est un ordre, donc je vais déplacer mon jeton ordre d'une case, et pour chaque ordre suivant, par exemple, eh bien, machine en avant toute, ça va être un ordre, cap à 330 à 330 par exemple, eh bien ça va être un autre ordre, puisque du coup le cap va faire fonctionner la timonerie, qui est géré par le second, et observation, eh bien je vais donner un quatrième ordre, et là on entrera dans l'application le nombre de marins qui se situeront sur le kiosque et qui seront en observation. Donc voilà, vous comprenez que pour chaque ordre, il faudra utiliser un ordre sur la piste d'ordre. Donc voilà, ça sera vraiment au commandant de d'énumérer des ordres clairement, précisément, et surtout lors d'une réorganisation, expliquer pourquoi est-ce qu'on va réorganiser, de manière à ce que les autres joueurs sachent où placer leurs marins, de manière à ce que ça soit plus aisé pour eux d'effectuer leurs ordres. D'effectuer leurs ordres. Je pense avoir tout dit concernant le commandant. Eh bien, voilà pour le commandant. Je vais maintenant passer à l'explication du second. Ok, donc je vais maintenant vous expliquer le rôle du second. Donc le second, d'abord au niveau des spécialisations. Le second, il a des marins qui vont pouvoir gérer l'Enigma et le 88 mm. Ensuite, on a le radio qui va donc pouvoir gérer l'hydrophone et les soins. Ensuite, on a les deux timoniers qui vont donc gérer la timonerie et le 88 mm. Et le dernier timonier qui va donc gérer la timonerie et le 88 mm. Ensuite, vous allez à droite, vous voyez que il y a en haut les jetons premiers soins qui vont servir à soigner l'équipage. En dessous, vous avez un paquet de cartes qui est ici, qui est un paquet d'événements qui va être, c'est l'application qui va, alors je vous voilà, il y a vraiment pas mal d'événements dans ce truc-là, vous voyez, il y a aussi la grippe par exemple, voilà, et c'est l'application qui va vous demander de piocher une carte événement. Dans ce cas, le second va piocher une carte. Vous avez ensuite 4 paquets de cartes, donc ça c'est les blessures qui vont être allouées en fonction des dangers environnementaux. Ça je vais y revenir, mais vous avez un incendie, donc une flamme pardon, donc plutôt un feu. Quand vous avez un feu dans une section, et qu'un marin est blessé, vous allez piocher sur ce tas-là. Ça va gérer les gaz toxiques. Ici, ça va être les blessures par balle. Et ici, ça va être les blessures via des chocs électriques. Donc, comment ça va se passer? Alors, le second, la petite particularité du second aussi, c'est que c'est lui qui va gérer l'application. Il va gérer l'application et donc ça va être son rôle de rentrer toutes les données qui vont être données par le commandant, qui vont être données par le navigateur et qui vont être données par le chef mécanicien. Alors je vous montre vite fait un peu, parce que j'ai pas l'application du coup, donc je vais tâcher de vous expliquer un peu ça. Hop là. Donc voilà à quoi un peu va ressembler l'application. Donc le rôle du second, ça va être vraiment surtout de suivre l'actuel de le fil d'information, puisqu'il n'y a que lui qui aura accès à l'application. On peut se permettre de passer l'application aux autres rôles, seulement il faut qu'un ordre donné, par exemple si c'est le commandant qui commande le périscope, comme c'est le commandant qui gère le périscope, il peut prendre l'application et du coup observer au périscope.
Donc tout d'abord, l'application va avoir a priori sur la gauche la modification de la vitesse qui correspond à l'ordre machine en avant, donc en avant toute, middle ou bien lente. Ensuite, vous allez modifier le cap, donc venez au cap, donc là ça va être géré par la timonerie, qui est donc le second, et modifier la profondeur. Donc vous voyez qu'il va y avoir trois touches qui vont devoir, donc, trois touches où des données pourront être rentrées. Ensuite, à droite, vous allez avoir le combat, la réparation et l'instrument, les instruments. Donc là, pour gérer le combat, les réparations pour indiquer le nombre de marins qui vont réparer un problème technique, et les instruments qui vont être notamment, par exemple, le sextant, sur lequel je reviendrai avec le navigateur, mais aussi très probablement le périscope, les jumelles en observation, voilà, donc tout ce qui concerne les instruments. Et ensuite vous avez, les veilleurs sur la passerelle. Donc ça, le veilleur sur la passerelle, ça sera pour rentrer le nombre de marins qu'il y aura, donc le nombre de veilleurs qu'il y aura sur la passerelle, il faudra le rentrer ici. Ici, ça sera l'acquisition de cible, donc ça, c'est le rôle du commandant aussi. Il a un marin qui fait les acquisitions de cible, et c'est à ce moment-là, quand le commandant donnera cet ordre-là, eh bien, il appuiera ici pour faire le conjugateur de tir, pour mettre en eau les tubes, voilà, tout ça. C'est tout ce qui est lié, qui serait lié a priori. Alors je sais pas parce qu'il y a combat, donc acquisition de cible, voilà. Est-ce que c'est un truc qui va nous permettre de voir le type de navire qu'il y a? Bon voilà. Donc le second, lui, va gérer l'application et la timonerie en plus de la radio et du soin. Ensuite, le point important du second, ça sera les premiers soins. Donc les premiers soins, vous avez vu sur la première vidéo des règles de base que un marin pouvait être blessé. Je vais vous faire un petit exemple, puisque il y a une chose que j'ai pas dite lors de la réaffectation, et je vais vous expliquer comment est-ce que lors de la réaffectation on détermine comment est-ce que les marins sont blessés. Donc admettons qu'il y ait un incendie. Alors je vais faire juste une petite petite mise en situation. Hop là. Donc je connais un petit peu, donc je sais que les verts généralement vont se situer sur le kiosque. Ici, admettons qu'on soit là, que bleu, bon, je place complètement aléatoirement, hein, voilà. Donc déjà, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on détermine aléatoirement les blessures lorsqu'il y a un problème d'environnement. Donc lorsqu'il y a un problème d'environnement, il faut savoir que lorsqu'il y a une réorganisation, donc déjà on sait que ces deux marins-là, s'ils restent là, ils vont pouvoir éventuellement être blessés. Ensuite, lors d'une réorganisation, par exemple, le commandant détermine une réorganisation, et donc moi j'ai le hexagonal, donc le premier ici, et le triangle, c'est-à-dire la timonerie. Donc le commandant demande par exemple à changer de cap. Comme pour changer de cap il faut mes deux timoniers, et bien lui va devoir traverser en fait la section enflammée. Donc je l'emmène à la timonerie, hop là, et admettons que le blanc, par exemple, le commandant a besoin de faire autre chose, par exemple de venir dans le quartier de commandement, du coup ici, et que eux bougent pas par exemple. Eh bien tous les marins qui ont traversé et qui sont sur place ont un risque d'être blessés par l'incendie. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est pas compliqué. Alors, il va falloir se souvenir déjà de quel socle est passé par ce truc-là. Donc là, il va falloir faire confiance un peu aux joueurs et voilà, et ne pas tricher, hein, parce que il n'y a pas d'intérêt de tricher. Mais se souvenir surtout de quel marin a traversé la section qui était enflammée. Donc là, on sait qu'il y avait mon triangle et puis de mémoire le triangle aussi bleu. Donc ces deux figurines-là, les deux triangles et ces deux joueurs-là sont impactés. Donc ça veut dire que 4 marins sont passés par cette section-là et donc ont un risque d'être brûlés. Eh bien, le commandant pioche au hasard parmi les pions que je vous ai montré tout à l'heure dans l'explication du commandant, pioche au hasard un nombre de pions égal au nombre de marins qui risquent d'être blessés. Donc là, dans l'exemple 4, donc je vais piocher 4 pions. Et si un socle
apparaît du marin en question, eh bien, le marin est blessé. Donc là, dans mon exemple, j'ai pioché mes 4 pions, il n'y a que le triangle blanc qui a été affecté par la brûlure, donc alors je sais pas quel rôle c'est, hein, mais le personnage avec le triangle blanc en socle subit une carte blessure. Donc il va prendre la première carte, le second pioche cette carte et la donne au marin qui a le socle blanc, et le commandant va glisser cette carte en fonction du quart, hein, je vous rappelle, va glisser cette carte en haut ou en bas pour savoir ce que le personnage a. Donc là on voit que le personnage avec le socle blanc va subir une blessure, va être fatigué, et ici on a les jetons qui vont être nécessaires pour le médic afin de soigner cette blessure. Donc je vais faire un exemple, ça va pas être le bon plateau, hein. Vous inquiétez pas, mais ça sera plus compréhensible. Donc si je reprends le cas, donc admettons que ça soit le plateau du commandant, et que le commandant, donc avec le triangle blanc, a subi cette blessure là. Donc je glisse déjà la carte dessous, et ensuite je vais placer les jetons. Ici donc une blessure, et hop là, être fatigué. Donc là, on a déterminé comment est-ce que on subissait la blessure. Dans le cas où, dans une même section, il y a plusieurs problèmes d'environnement, eh bien, on va piocher un nombre. Dans mon exemple, on va piocher 4 pions pour l'incendie, et on va piocher 4 pions pour le gaz. On va affecter les dégâts en fonction. Si dans une même section, il y a 2 fois le même problème environnemental, ici on va doubler le nombre de jetons à piocher. Donc pour savoir qui a été brûlé, eh bien j'avais dans mon exemple 4 marins, eh bien le commandant va piocher 8 pions pour savoir si l'un de ces 4 marins a été blessé. Donc voilà comment ça se passe lors d'une réaffectation, et qu'on a des sections qui ont des problèmes environnementaux. Si je reviens sur mon exemple maintenant, donc le torpilleur est blessé. Ici, eh bien déjà vous voyez que ça va bouffer 2 places pour l'activation. Eh bien le médic va devoir, donc le médic qui est symbolisé ici grâce à cette icône là, donc la spécialisation, va devoir soigner le torpilleur. Pour soigner le torpilleur, il faudra déjà que le médic se trouve dans la même section. Ah ben là, on y était, c'est très bien. Donc, il va falloir qu'il se trouve dans la même section que le marin qui est blessé. Et ensuite, donc le commandant devra ordonner un ordre de premier soin. Dès lors, le second va récupérer les jetons qui correspondent aux soins qui sont sur la carte. Donc là, par exemple, on a une injection, une pommade et du bandage. Donc je vais mettre une injection, une pommade et du bandage. Alors, vous inquiétez pas, hein, il y a plus de pions bleus que ça. Simplement pour l'explication, je n'ai mis qu'un pion de chaque, mais il y en a beaucoup plus. Et vous allez affecter les jetons aux blessés. Lorsque il va y avoir un changement de carte, et si la carte possède les jetons de soins, eh bien lors du changement de carte, au lieu de retirer, admettons que dans mon exemple il avait été activé une fois, au lieu de retirer le jeton activation, vous avez la possibilité de retirer les jetons de blessure. Du coup, ces jetons là vont dans la boîte, sont complètement défaussés, et la carte est remise dessous le paquet correspondant à la blessure. Donc voilà comment est-ce que les premiers soins vont se passer. Bien évidemment, hop là, admettons que dans un autre exemple, c'est le radio, le deuxième personnage, donc avec le socle carré qui est le médic. Et bien s'il y a plusieurs marins, donc là en l'occurrence, alors je vais peut-être reprendre l'exemple, non, donc c'est le carré, donc le carré il est là, admettons que je sois ici, vous voyez il y a 5 marins dans la section de commandant, de commande. Si il y a plusieurs marins qui sont blessés, et bien pour une activation je peux soigner un marin, pour
pour une deuxième activation, je peux soigner un autre marin, et pour une troisième activation, je peux encore soigner un autre marin. Et ce, avec un seul ordre premier soin. Donc voilà pourquoi ce qui reste à mon avis intéressant de réunir les joueurs qui sont blessés et qui ont agi ou qui peuvent encore agir, de manière à ce que avec un seul ordre premier soin, le médic puisse soigner plusieurs marins. Alors, lorsqu'on est, donc vous avez vu, je vous expliquais que les pions qui ont servi à soigner retournaient dans la boîte. Lors d'une mission, vous n'aurez que les pions qui seront dans la trousse de premier soin. En revanche, lorsque vous ferez des missions liées ou bien une campagne, vous aurez des pions supplémentaires qu'on appelle des trousses à outils, des trousses de soins, pardon, enfin des trousses de soins, quoi, et donc qui correspondront à des jetons. Et en utilisant un jeton de trousse de soins, vous allez pouvoir récupérer tous les jetons que vous avez défaussés et les remettre dans la trousse de soins. Donc voilà du moins comment vous pourrez recharger entre guillemets la trousse de soins. Donc là évidemment le navigateur, mais le second est assez succinct puisque ça se gère avec l'application, mais sachez que le second devra quand même avoir un œil très attentif sur cette application là, puisque le fil de l'histoire, ou en tout cas de la mission, va être défilé, et il devra rentrer le nombre de marins sur le pont, le nombre de marins qui réparent, il devra rentrer le cap qu'a pris le sous-marin, le type de moteur, le type d'avancement, si on est en avant toute ou en avant middle ou en avant lente ou en marche arrière. Donc voilà, il aura quand même pas mal de choses à gérer sur l'application, en plus de faire les soins et les soins, en plus d'établir les soins et de gérer les cartes événements. C'est tout c'est tout ce que je peux dire pour, en tout cas pour l'instant, pour le second. On va passer maintenant à l'explication du navigateur. Troisième rôle, le rôle du navigateur. Alors le navigateur, lui, il va avoir pas mal de matériel et il va gérer donc à la fois tout ce qui est carte tactique, qui est ici, et la carte stratégique, donc la plus grande carte pour situer le sous-marin, et il va gérer aussi les instruments. En plus de ça, il va gérer, alors je vais faire une petite mise en place. On commence toujours par la pyramide du haut, et il va gérer, donc là je suis en train de préparer pour les repas, donc la cuisine, voilà, hop, toc et toc, j'y reviendrai à la fin. Alors, déjà on va observer un peu les spécialisations, donc les spécialisations du navigateur. On a donc, alors je montre, quoique ça devrait pouvoir se faire comme ça, donc on a le sextant. Le sextant qui va servir à situer le sous-marin, c'est-à-dire qu'à un moment sur la carte stratégique, si on ne sait plus trop où on a la possibilité d'utiliser le sextant. En revanche, attention, pour utiliser le sextant, il faut déjà d'une part qu'il fasse beau, et ensuite que le sous-marin soit en surface, sinon vous ne pourrez pas utiliser le sextant. Vous avez deux opérateurs donc les deux observateurs, enfin en fait c'est trois observateurs qui vont, mais deux observateurs qui vont pouvoir utiliser le flak avec la spécialisation flak, et enfin le cuistot. Et ensuite vous constatez donc là par contre qu'il y a les jumelles et que les 4 marins ayant la jumelle, ayant la spécialisation observation. Du coup, c'est ces 4 marins-là qui vont être un peu prédéfinis pour monter sur le kiosque et du coup observer ce qui se passe aux alentours du sous-marin. Alors je rappelle juste qu'au niveau du kiosque, il faut que vous pouvez avoir 6 observateurs maximum. Vous ne pouvez pas en avoir plus. Alors comment ça va se passer avec tous ces instruments là qui font un peu peur, mais je vous rassure qu'ils sont très simples à utiliser puisque c'est rapporteur et une règle, hein, donc c'est niveau 6ème, hein, je vous assure. Et la roue tactique qui peut faire peur un peu,
mais qui, lorsque je vous l'aurai expliqué, ça sera très simple pour vous. Donc déjà, au début, par exemple, l'application va, au départ de la mission, va donner en fait l'emplacement où vous êtes et l'objectif de mission, vous rendre à un certain point. Donc là, par exemple, j'ai fait une petite simulation. On va dire que l'application nous demande de partir de AN, donc vous voyez ici le AN 82, et de nous rendre en AN 22 et de faire une patrouille et de revenir. Donc là vous voyez, ce que va faire le navigateur, c'est faire un point au niveau du AN 82, faire un point au niveau du AN 22. Ensuite il va prendre le rapporteur, et avec le rapporteur va pointer le 0 vers le nord. J'espère que ça va être bien visible parce qu'on voit pas, je sais pas si j'ai bien, on voit que il y a le trait ici qui va de 0,22, pardon, voilà, qui va de 0,22 à 82 qui est ici, donc on voit le trait que j'ai tracé. Ensuite il va prendre le rapporteur, il va mettre donc le 0 vers le nord, et à partir de là, il va pouvoir définir le cap du sous-marin. Donc là par exemple, à peu près, on va dire que c'est en 3, 4, 2. Ici, on voit le trait, donc là c'est approximativement, pardon, 3, 4, 2, 3, 4, 7. Donc là, le navigateur a déjà déterminé le cap. Donc évidemment, le commandant va dire, eh bien, cap au 3, 4, 7. Le navigateur va rentrer, le second, pardon, va rentrer ça dans l'application. Et on aura ainsi le cap utilisé par le sous-marin. Ensuite, la règle va pouvoir indiquer deux éléments. Le premier, c'est, vous voyez que ici, vous avez le sous-marin qui est en surface, et de ce côté-là, le sous-marin qui est en plongée. Et bien ça, le chiffre que vous avez, en grosso merdo, ça doit être 1 cm, et bien par centimètre, ça vous indique en combien de temps vous arriverez au point. C'est-à-dire que pour parcourir 1 cm, je vais mettre 6 heures lorsque je serai en plongée. Voilà. Et donc du coup, par exemple, vous savez, ou du moins le navigateur va pouvoir déterminer que pour aller du 0,22 à 0,82, eh bien, il va quasiment falloir 24 heures, un peu plus de 24 heures. Voilà à quoi va servir la règle. Donc ça, c'est assez important, puisque du coup, le capitaine sait que du coup 24 heures c'est 4 quarts, non pas le gâteau, mais qu'il y aura 2 changements de quart, donc c'est intéressant puisqu'il va pouvoir établir un peu ses ordres et faire un peu en fonction. Voilà, il sait qu'au bout de 4 quarts, eh bien, on sera arrivé à destination. Donc voilà à quoi va servir les instruments. Là, ces instruments-là, le rapporteur et la règle, va servir à la carte stratégique et du coup, va servir à déterminer le cap et approximativement à savoir combien de temps on va mettre pour parcourir un point A à un point B. Ensuite, le navigateur, lui, il va gérer la carte la carte tactique. Donc, comment ça va se passer? Dans notre exemple de tout à l'heure, on a vu, donc là, on va prendre la roue tactique, et on sait que si je reprends un petit peu la donnée qu'on avait, à savoir le U-boat, je vais placer mon U-boat n'importe où, on s'en fout, poc, voilà. Et bien tout à l'heure on a vu, on va se servir d'abord du cercle blanc. Le cercle blanc, eh bien ça va être le rapporteur, grosso merdo. On sait que le cap est donné à 3, 4, 7. De mémoire, ça doit être ça, 347. Donc là, on va prendre le cap du U-boat, comme vous avez ici, et on va placer la flèche jaune à 347 degrés. Donc, alors ça va être de l'approximatif, hein, je vais pas... il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de GPS, donc c'était de l'à peu près, et je trouve que ça montre bien que c'était de l'à peu près. Donc là, admettons, j'ai placé mon cap de U-boat à 347 degrés. Et donc là, je le répercute sur ma carte tactique. Admettons qu'on a un contact, soit trouvé par l'hydrophone qui va se gérer avec l'application, soit grâce aux observateurs qui va être aussi géré par l'application, puisque l'application on aura sous forme de jumelles, et du coup on pourra voir les navires. Admettons que j'ai un cap. Alors, je vais prendre le cadre de l'hydrophone. L'hydrophone nous indique que on a un contact qui va être géré par la flèche centrale.
Et l'application va nous dire que le gisement du contact se situe à 70 degrés. Donc ça, tout ça sera donné par l'application, hein. Il y aura juste à la répercuter sur la roue. Donc par rapport au cap de l'U-boat, on sait que notre contact sera à 70 degrés. L'application va donner le gisement du contact, va donner le cap, donc qui sera géré par la roue noire du contact, va donner la distance à laquelle va se trouver le contact et la vitesse du contact. Donc là, le gisement, par exemple, par rapport à l'angle du U-boat, nous donne un 70 degrés. Donc je place ma flèche à 70, et du coup, je vais pouvoir mettre mes contacts à 70, à peu près. Faut pas, voilà, c'est pas. Donc là, on sera plus de l'ordre de, par exemple, bah si, on devrait pas être trop mal. Admettons qu'on soit par là. Voilà. L'hydrophone va nous dire que le contact se situe à 6 miles par exemple, enfin 6 miles ou 6 km si vous voulez. Donc là, pour 1 km, je vais compter une case dans l'ordre, enfin dans la direction du gisement. Donc là, par exemple, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Notre contact va se situer à peu près comme ceci. Alors peut-être plus par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, à peu près par là. Vous voyez, toujours la règle, le cap. Donc le cap va être toujours le 0 vers le nord. On a estimé un cap, le navigateur a estimé un cap sur la carte stratégique à 349. Je place 347 à peu près. Je place donc le cap de l'U-boat à 347. Le gisement est à 70 degrés et on a donc à peu près ça sur la carte tactique. L'hydrophone va nous donner aussi le cap de l'ennemi. Admettons que le cap de l'ennemi soit par exemple, eh bien, 350 degrés. Donc attention, quand vous modifiez le cercle disque noir, et gardez votre pouce sur le cap de l'U-boat pour éviter de le modifier, ou très peu. Donc admettons qu'on soit à 350 degrés, c'est-à-dire pile poil dans la même direction que l'U-boat. Du coup, alors je vais changer de pion pour que ce soit un peu plus explicite. Donc là, voilà comment ça va se représenter. C'est-à-dire que on a notre cap qui est à 347, qui est indiqué ici et par la roue verte. On a notre gisement, c'est-à-dire l'angle du contact ennemi par rapport à l'U-boat qui est à 70 degrés. On le répercute à peu près, hein, évidemment, c'est pas. Voilà. On a l'application va nous donner la distance du contact, donc 6 dans mon exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6 à peu près. Et va nous donner aussi la vitesse. Alors il faut savoir que les convois dans le guide stratégique, il nous indique, dans le guide tactique, il nous indique que les convois avançaient approximativement à la vitesse du U-boat en plongée. Donc à une vitesse somme toute relativement réduite. Et donc à partir de là, eh bien voilà, vous savez maintenant comment est-ce qu'on utilise cette roue-là. Donc c'est pas si compliqué, ça peut faire peur, ça j'en conviens. Moi-même, quand j'ai fait l'Open the Box, j'appréhendais un peu ce truc-là, mais au final, on se rend compte que tout est sur l'application, tout est sur la roue, et l'application va nous aider aussi grandement à déterminer où se trouvent les contacts. Et bien maintenant qu'on a fait ça, on sait où se trouve le contact, à quelle distance, à quelle vitesse. Eh bien vous comprenez que le commandant est à même de donner des ordres pour commencer à on va dire, eh bien pouvoir rentrer en manœuvre d'attaque. Donc là, bah, simplement, il voit la situation, il va par exemple dire, bah, on va virer à 90, et on va avancer peut-être les moteurs. Bon, après ça c'est lui qui décide, se mettre en position de combat, et du coup grâce au périscope et éventuellement, alors je pense que de toute manière il faudra se plonger avant, hein, évidemment. Donc un petit point de règle supplémentaire que j'ai pas expliqué, si vous plongez et que vous avez du monde sur le kiosque, tout le monde meurt. Voilà, ça a le mérite d'être clair et précis. Donc il faudra qu'il donne un ordre de réorganisation de manière à ce que les observateurs rentrent dans le sous-marin, et ensuite il pourra donner l'ordre de plonger pour pouvoir faire son attaque sous l'eau.
Donc vous voyez que finalement, ben c'est pas si compliqué. Le navigateur a quand même un rôle assez spécifique, puisque ça doit être simple pour lui de se repérer dans l'espace, on va dire. Et il doit quand même donner des informations au commandant, telles que bah, combien de temps il va mettre le U-boat pour arriver à destination, le cap qui va être donné au commandant et qui devra être répercuté via le second sur l'application. Et ensuite la carte stratégique, la carte tactique pardon, où eh bien on va rentrer, le cap sera déjà donné en début, sera déjà déterminé par lui. Donc il faut savoir que déterminer le cap sur la carte n'est pas un ordre, il peut faire ça à n'importe quel moment, le navigateur. Donc il va orienter le disque vert pour le sous-marin, la flèche qui va être du coup le gisement, c'est-à-dire l'angle où se trouve un contact, et le disque noir va indiquer le cap du contact. En plus de ça, l'application donnera le cap de l'ennemi. Donc voilà, on se rend compte que c'est pas si compliqué d'utiliser cette roue-là, que c'est pas si compliqué d'avoir un rapporteur et une règle de déterminer un cap. C'est somme toute simple, je pense franchement que au bout de 2 ou 3 parties, un navigateur aura pleinement compris, même le débutant en navigation aura clairement compris comment ça se passera. Autre point que va pouvoir faire le navigateur, ça va être la bouffe. Donc au niveau de la cuisine, un ordre devra être donné pour préparer la cuisine, bien évidemment. Et la cuisine devra être faite en fonction de ce qu'il y aura sur la pyramide qui se trouve à droite ici. Pour faire de la cuisine, donc déjà il faut que vous sachiez que l'application demandera une fois par jour est-ce que les marins ont mangé ou non. Il faut savoir que si vous n'avez pas nourri les marins, vous allez perdre 2 points de morale. Donc je vous ramène à l'explication du commandant, hein, du coup le commandant baissera le moral de 2 points. Si vous faites à bouffer avec un jeton, c'est-à-dire que si par exemple vous faites à bouffer, là c'est une conserve de poisson, vous faites à bouffer avec un jeton, vous perdez 1 en morale, l'équipage n'est pas assez rassasié. Si vous faites une préparation avec 2 jetons, le moral ne bougera pas. C'est-à-dire que voilà, vous avez nourri les marins, enfin l'équipage pile poil ce qu'il faut, vous ne gagnez pas de morale, vous ne perdez pas de morale. Si vous préparez un repas avec 3 jetons, là, vous gagnez +1 en morale lorsque l'application demande si les marins ont mangé ou non. Maintenant, comment est-ce qu'on prépare les repas ? Les repas vont être préparés grâce à des combos. Vous avez 5 types de nourriture. Donc vous avez, hop là, vous avez le citron, c'est un peu particulier, j'y reviendrai dans le combo. Vous avez donc les conserves de poisson qui sont ici. Vous avez des oignons qui sont là. Vous avez la viande qui sont là. Donc ça on l'a déjà vu. Hop là. Vous avez le pain et vous avez les œufs. Et donc, grâce à toutes ces denrées-là, vous allez pouvoir fabriquer des repas un peu spécifiques. Hop là, je remets un peu hop là, comme c'était. Toc. Au niveau de la pyramide, vous devez toujours commencer du haut et de la gauche, ensuite aller de la gauche vers la droite, lorsque vous faites la pyramide de nourriture. Donc c'est grâce à cette pyramide d'ingrédients, en fait, d'ingrédients, que vous allez pouvoir faire les combos pour préparer à dîner. Donc là par exemple, je ne sais pas si ça va être bien clair, vous avez vu les pions, mais peut-être pas ici. Donc là par exemple, on voit qu'avec avec de la viande et du pain, on prépare des petits pains saucisses. Avec du poisson en boîte et du pain, on prépare des sandwichs à la conserve de poisson. Donc là vous avez les deux, les combos de 2, et ensuite vous avez les combos de 3. Donc là par exemple, une viande plus un œuf plus un oignon, vous allez faire des œufs cocottes. De la viande plus une patate plus un oignon, vous allez faire un ragoût. Et de la patate plus un œuf plus un oignon, vous allez faire une galette de pommes de terre. Donc en fonction des combos qui sont là, donc ça c'est sur l'aide de jeu du navigateur, en fonction des combos qui sont là, vous allez pouvoir préparer des repas.
Pour préparer les repas, il faut que les combos, c'est-à-dire les ingrédients qui soient associés entre eux, soient adjacents dans la pyramide. Donc quand j'observe ma pyramide ici, par exemple, je vois que j'ai du pain en bas à droite, du poisson, mais j'ai pas de combo pain, poisson, patate, par exemple. Donc là, pas grand-chose. On va dire que je peux pas faire grand-chose. La seule combo que je peux faire dans cet exemple-là, c'est peut-être la viande avec le poisson. Ben non, c'est ça. Donc là, bon, c'est pas terrible. On a juste que 2 pions. Ça veut dire que si on a que 2 pions, on fait pas baisser le moral. Mais bon, voilà, on aimerait bien gagner un peu de morale. Donc pour ce faire, alors déjà, bien évidemment, pour le cuisinier, ça nécessite un point d'activation, un jeton d'activation pour cuisiner. Hein. Cela va de soi. Si le commandant demande de préparer à dîner, eh bien, le cuistot devra préparer le dîner avec un jeton d'activation. Il me semble qu'on ne peut préparer qu'un seul dîner, puisque une fois que vous aurez préparé votre dîner, les jetons seront là et vous retirez ces jetons qui seront ici que lorsque l'application vous demandera de manger. Je peux, si la pyramide par exemple ne me plaît pas, je peux dépenser un jeton d'activation supplémentaire pour échanger de place avec 2 jetons qui sont adjacents. Et du coup me créer peut-être plus d'opportunités. Alors là peut-être pas, puisque la viande, la patate et l'oignon, je ne les ai pas. J'ai pas d'oignon, donc voilà. Peut-être que c'était pas judicieux. Donc ça, pour un jeton d'activation supplémentaire, je peux échanger 2 jetons adjacents. Et enfin, la dernière possibilité, c'est pour un jeton d'activation, je peux retirer un jeton que je défausse et j'en remplace par un autre. Ce qui peut me créer, dans ce cas présent, très bien, et bien là, ça peut me créer, voilà, un combo supplémentaire. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec la cuisine. Autre point de règle supplémentaire au niveau de la cuisine. Lorsque vous effectuez votre combo, par exemple, ici j'ai réussi à créer un combo avec de la viande, de la patate, donc de la viande, de la patate et un oignon. Dès lors que vous avez du citron dans votre pyramide, vous ne pourrez rien faire, vous ne pourrez pas préparer à dîner avec le citron. Par contre, lorsque vous avez un citron dans votre pyramide, vous êtes obligé de le prendre et de le mettre dans la pyramide. Ce qui en soi va vous laisser une place supplémentaire pour remettre de la bouffe. Et donc là j'ai créé mon combo à 3. Donc lorsque l'application nous demande est-ce que tous les marins ont mangé, je défausse tous les jetons que je mets de côté et j'augmente le moral de 1 et bien évidemment sur l'application j'imagine que je réponds oui. Lorsque vous avez retiré tout ça, vous remplissez toujours de haut en bas et de gauche à droite. Vous choisissez après la pile, ça la pile ici c'est comme vous voulez, vous faites comme vous voulez, hop là, et vous remplissez à nouveau votre pyramide. Bien évidemment, au fur et à mesure de la mission, ou en tout cas au fur et à mesure des missions liées, plus ça va aller et plus vous aurez de moins en moins de nourriture. Lorsque vous devez remettre de la nourriture dans la pyramide et que vous n'avez plus de jetons à placer, vous allez reprendre tous les jetons, alors sauf ceux qui sont dans la pyramide d'ingrédients, mais vous allez reprendre toute la défausse des jetons, vous allez retirer un élément qui ne fera plus partie de cette pyramide. Donc dans l'ordre donné, le premier élément, puisque en fait cela va symboliser le fait que les ingrédients périssent. Donc dans un premier temps, lorsque vous aurez fait une fois le tour, eh bien vous allez retirer tous les jetons viande de la défausse. Donc vous retirez tous les... Alors il n'y en a pas beaucoup a priori quand même, il n'y en a que 2 je crois. Vous retirez tous les jetons viande de la défausse que vous allez mettre dans la boîte et vous allez prendre toute la défausse et vous allez refaire votre... donc vous les mélangez tous face cachée et vous refaites votre cuisine. Donc vous mettez tous vos jetons face cachée, hop, et les jetons sont de nouveau disponibles. Vous pouvez compléter et finir de compléter votre pyramide. Donc une fois que la première fois c'est donc la viande qui périt. La deuxième fois vous allez retirer les oignons. La troisième fois vous allez retirer les œufs.
la quatrième fois le pain, etc., etc., le citron, la pomme de terre, et bien évidemment il ne restera que la conserve de poisson. Donc cela est très bien fait, je trouve, parce que je trouve que ça montre bien que les denrées périssent. Et du coup, cette petite mécanique-là fait que, au bout d'un moment, on va se retrouver avec de moins en moins de nourriture, ce qui fait que si on part pour de longues missions, il peut être compliqué de récupérer la nourriture. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y aura un système de de réapprovisionnement, voilà, quand on retourne à la base, ou je sais pas comment ça va se passer, mais sachez d'ores et déjà que au niveau de la nourriture, plus ça va avancer et plus votre nourriture va pouvoir, va périr. Voilà ce que je pouvais dire au sujet du navigateur. Vous savez à peu près tout. Il me semble que je n'ai pas oublié grand-chose. Je vais donc pouvoir maintenant vous expliquer le chef mécanicien, le dernier rôle. Dernier rôle que je vous explique, c'est le rôle du chef mécanicien. Alors le chef mécanicien, lui, il va être là pour principalement s'occuper des réparations, de la maintenance et gérer tous les petits soucis que va pouvoir rencontrer le U-Boat lors de ses missions. Donc déjà, on va se concentrer sur les spécialisations de base. Donc déjà, idem un peu que le navigateur, à savoir que le chef mécanicien, eh bien tous les marins ont la clé. Une petite clé anglaise qui fait que ça les prédispose à s'occuper de tous les petits tracas que peut avoir le sous-marin. Ensuite, on voit qu'il y a deux marins qui vont s'occuper des machines, avec un petit... Enfin ça je vais vous expliquer après. Donc les deux marins qui vont s'occuper des machines et deux marins qui vont s'occuper des ballasts. Donc pour les spécialisations, donc là c'est les machines et ça c'est les ballasts forcément. Donc le chef mécanicien, il va être présent, ou en tout cas il va être indispensable pour faire fonctionner les moteurs. Petite particularité sur les moteurs. Quand vous êtes en surface, seuls les moteurs diesel seront utilisés. Alors si je vais essayer de les positionner déjà, on va dire donc c'est l'hexagone et le carré, plat et le triangle, les ballasts sont ici, il me faudrait le rond qui est déjà ici dans la salle de commandement, donc c'est parfait. Le U-Boat a deux types de moteurs. Il y a un moteur thermique, donc un moteur diesel qui va se situer en section 5 et un moteur électrique qui va se situer en section 6. Je vais continuer un peu sur le plateau, mais gardez ça en tête. Ici à droite, vous avez les deux caisses à outils qui sont respectivement placées au début de partie sur la section 4 et la section 2. Pour vous référer à quel type de caisse à outils contient quel type d'outils, j'y reviendrai un peu plus en détail à la fin de la vidéo. Vous avez ici le petit 1 gris, donc la partie gauche va concerner la caisse à outils grise et la partie droite va concerner la caisse à outils verte. Ensuite, on a 5 jetons qui sont disposés au départ comme on veut, parmi les 6 sections, qui vont servir à réparer les environnements, les problèmes d'environnement pour lesquels j'y reviendrai. Je reviendrai un peu plus tard. Et ensuite, vous avez forcément le manomètre, donc la profondeur, et la machinerie qui vous indique en avant toute, demi, en avant demi, ou avant lente. Donc ça va beaucoup plus servir pour les autres joueurs et aussi pour le chef mécanicien de repère, puisque il faudra que le second rentre la machinerie, la vitesse dans l'application. Alors, donc je reviens au moteur thermique et au moteur électrique. Quand vous êtes en surface, donc je disais, seuls les moteurs thermiques vont fonctionner. Donc il n'y aura que le moteur diesel qui nécessite deux marins pour les faire fonctionner, pour faire avancer le sous-marin en surface. Lorsque le sous-marin est en profondeur, eh bien, il n'utilise plus ses moteurs thermiques, il utilise ses moteurs électriques. Alors il faut savoir
que les moteurs électriques, donc c'est sur batterie, en fait c'est moteur à batterie, ça, a priori le sous-marin doit pouvoir utiliser ces moteurs électriques environ pendant une vingtaine d'heures. C'est pour ça que sur la carte, sur la règle pardon, du navigateur, on a 18. Et je pense que l'application aussi gérera les niveaux de batterie, sachant que pour recharger ces batteries, il faut approximativement rester 6 heures en surface, soit un quart. Donc, en surface, moteur thermique, en plongée, moteur électrique. Donc ça va être très important d'avoir que le chef mécanicien et deux marins va jongler ici entre ces deux pièces. Lorsqu'il va falloir plonger ou remonter en surface, ça va être un peu différent. Pourquoi ? Parce que les moteurs devront fonctionner ensemble. C'est-à-dire que pour que ça soit pour plonger et donc passer du moteur diesel au moteur électrique, ou alors aller en surface et donc passer du moteur électrique au moteur diesel, il faudra que les deux marins soient dans les deux moteurs. Et ça, c'est très très important. C'est-à-dire que lorsque le commandant demandera de monter à la surface ou bien de plonger, il faudra que les deux marins ne soient pas du coup dans le même type de moteur, mais soient dans les deux moteurs. Si par contre le commandant demande de plonger plus bas, admettons qu'on soit à 10 mètres de profondeur, et que du coup ça veut dire qu'on est en plongée et que donc les deux marins sont sur le moteur électrique, et que le commandant demande de plonger plus bas, il n'y a pas besoin d'être sur les deux moteurs. Voilà, un seul moteur prendra le relais. Il faudra simplement aller par contre au ballastage pour pouvoir plonger plus profondément. Ça, c'était donc très important, ce petit point de règle. Souvenez-vous, quand vous allez en plongée ou en surface, il faut faire fonctionner les deux moteurs en même temps, le moteur thermique et le moteur électrique. Autrement, en surface, ça sera que le moteur électrique, et en plongée, ça sera que le moteur thermique, et en plongée, ça sera que le moteur électrique. Ensuite, on a le réservoir de ballast, donc qui va être dans la partie commandement. Et les ballasts serviront à la fois en plongée, donc on va remplir les ballasts pour alourdir le sous-marin et du coup il va plonger, ou alors en surface, c'est-à-dire qu'on va expulser l'eau des ballasts et du coup on va remonter à la surface, et du coup ça nécessite aussi les activations des deux marins pour le réservoir des ballasts. Et enfin, lorsqu'on va changer de profondeur, là pareil, il va falloir aussi deux marins dans les actions des ballasts pour pouvoir plonger plus profondément. Maintenant, on va passer aux problèmes techniques, aux problèmes d'environnement et à la voie d'eau que va gérer le chef mécanicien. Donc au niveau des problèmes techniques, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Vous allez gérer avec ces petits jetons-là. Vous avez trois types de jetons de couleur qui vont être gérés par l'application. Le premier, ça va être la maintenance. Le jaune, ça va être la panne. Et le rouge, ça va être la défaillance aggravée. Sachez, souvenez-vous en tout cas que lorsque vous avez une panne, par exemple une panne de maintenance au niveau des moteurs diesel, l'application va vous demander combien de marins vont réparer. Donc déjà, peut-être que le commandant va faire une réaffectation pour pouvoir emmener un certain nombre de marins. Comme tous les marins du chef mécanicien sont disposés à avoir la clé, ont la clé, donc ils sont disposés à réparer plus facilement les petits problèmes. Et il va falloir donc donner un nombre de marins qui va réparer les problèmes à l'application. C'est le second qui s'en occupe. Et il faut, bien évidemment, le commandant nécessitera un ordre de réparation. Donc là, lorsque vous aurez rentré, par exemple, dans le cas présent, dans l'exemple présent, vous pouvez avoir rentré deux marins qui vont réparer. Vous allez rentrer 2 dans l'application, et en fait l'application, vous allez avoir une petite barre de progression qui va monter au fur et à mesure. Alors j'imagine que du coup, plus il y a de marins pour réparer, plus la barre de progression montera vite. En toujours est-il que l'application vous dira la réparation est effectuée. Lorsque la réparation est effectuée, par exemple j'ai losange et carré, donc
j'ai carré qui est alloué à la réparation et losange, souvenez-vous. Là, ça veut dire que mes deux marins sont en statut occupé, voilà. Donc ces deux marins-là sont en réparation, donc ils sont en statut occupé. Lorsque l'application vous dira eh bien, que la réparation est terminée, vous retournerez les jetons sur l'activation de manière à ce que voilà, les marins ont été activés et donc ont bien fini de réparer leur truc. Souvenez-vous, si pour une raison quelconque les marins se déplacent, vous allez non seulement retourner les pions sur leur côté activation, mais en plus le second devra rentrer dans l'application que la réparation n'a plus cours et que donc bah, du coup voilà, il n'y a plus de réparation qui se fait. Le problème il est que si la réparation ne se fait plus, eh bien de statut maintenance on peut passer à statut panne, et de statut panne si on s'en occupe toujours pas, eh bien on peut passer à statut défaillance majeure. Alors je sais pas trop ce que ça implique, mais à mon avis voilà, les défaillances majeures peuvent amener à mon avis à des problèmes environnementaux. Donc on placera tous les pions comme ça sur le schéma technique, donc la coupe du sous-marin. On a donc les caisses à outils. Alors les caisses à outils, à quoi ça sert? Eh bien je vais vous montrer quelques cartes, donc deux types de cartes. Donc dans la caisse à outils grise par exemple, voilà le type de carte que je vais trouver. Alors là il n'y a que deux exemples, enfin je vais vous donner tous les exemples. Voilà tout ce qu'il va y avoir dans la caisse à outils grise, puisque ces cartes-là font partie du petit 1 qui est ici, et que le petit 1 est en gris, donc ça appartient à la caisse à outils grise. Donc déjà, on distingue qu'il y a deux types de cartes. Il y a des cartes qui ont ce petit logo-là. Donc ça veut dire que c'est des cartes, quand vous allez les jouer, vous pourrez les garder dans votre caisse à outils, vous ne les défausserez pas. En revanche, les autres objets, donc qui correspondent plus à des objets en fait, eh bien quand vous les aurez utilisés, vous défausserez la carte. Eh bien généralement, c'est pas très compliqué, mais par exemple le système optique, en haut de la carte, vous avez à quelle réparation peut être utilisée cette carte, et ensuite vous avez, on va considérer que c'est un marin supplémentaire. Donc si c'est un marin qui répare avec la clé, avec la spécialisation de la clé, eh bien dans l'application vous allez considérer que vous avez un marin supplémentaire à la réparation. Si c'est le chef mécanicien qui répare un problème, eh bien vous allez rentrer plus 2 dans l'application, vous allez considérer que vous avez plus 2 marins liés à la réparation. Donc le chef mécanicien comboté avec les cartes, hein, c'est quand même très intéressant, quoi. Souvenez-vous simplement que quand vous avez cet insigne-là, vous gardez la carte dans la caisse à outils. Par contre, lorsque vous utilisez les autres cartes, eh bien la carte est défaussée. Donc ça, c'était pour les cartes. Vous avez maintenant, j'en reviens aux 5 pions qui sont disposés sur le schéma technique. Ces pions eh bien, vont servir à réparer principalement les problèmes environnementaux. Les problèmes environnementaux sont de 5 types. Seulement, il y en a 3 qui sont dangereux. Les 3 problèmes d'environnement qui sont dangereux sont ceux-ci. Donc là, je vous montre les pièces en résine qui faisaient partie du all-in, hein, mais c'est assez explicite aussi sur les pions 2D. Donc on a les problèmes d'incendie, les problèmes électriques, voilà, les problèmes d'incendie, les problèmes électriques et les problèmes liés au gaz. Donc je vous expliquais tout à l'heure comment est-ce qu'on les traitait. On a deux autres problèmes supplémentaires qui sont l'ampoule qui est cassée et les fuites. Et donc les jetons que on va placer au départ dans le U-Boat, donc il y a un jeton par section qui sera placé au départ, qui sont ces jetons-ci, et bien chaque jeton va gérer ces 5 problèmes environnementaux. Donc vous avez ici les câbles pour la réparation électrique, vous avez ici l'ampoule pour la réparation de la lumière, vous avez ici
l'extincteur pour éteindre le feu. Ici, l'extracteur, enfin pas l'extracteur parce que ça c'est un peu particulier, c'est le masque en fait qui va vous servir à vous déplacer ou à gérer la partie, le problème d'environnement lié au gaz. Et vous avez ici la pompe à eau qui va principalement à vous débarrasser des fuites dans le sous-marin. Et donc au départ, ces jetons sont placés complètement aléatoirement au bon vouloir du mécanicien. Donc c'est un jeton par section, un jeton jaune par section, sachant que les caisses à outils, je répète, la grise est placée dans la section 4 et la verte est placée dans la section 2, ça c'est au début du jeu. Par contre les jetons peuvent être placés n'importe comment, du moment que ça soit un jeton par section. Maintenant, pour les problèmes environnementaux, alors déjà, petit point de règle, n'oubliez pas que lorsque vous avez un problème environnemental qui apparaît et qui soit dangereux, c'est-à-dire court-circuit lié à l'électrique, le feu lié au feu et le gaz toxique lié à l'intoxication, enfin en tout cas ces trois-là, dès qu'il y en a un qui apparaît, c'est l'application généralement je pense qui va vous donner ça, dès qu'il y en a un qui apparaît, le commandant doit diminuer le moral de 1 sur l'échelle de morale. Donc ensuite, eh bien, forcément, on devra utiliser, si par exemple j'ai un incendie qui intervient sur le moteur thermique, par exemple ici, eh bien, il faudra aller chercher l'extincteur. Donc ça nécessitera une réorganisation pour ramener l'extincteur et du coup éteindre le feu. Dès lors que vous avez le jeton et un marin qui utilise une réparation, donc un jeton activation pour réparer, pour utiliser l'extincteur, admettons que Carré a déplacé l'extincteur, eh bien il peut utiliser un jeton d'activation pour éteindre le feu. Les jetons restent toujours en place. Toujours en place. Je veux dire que autant au placement au départ il n'y en a qu'un par section, après il peut y en avoir plusieurs. Et une fois que vous avez éteint un problème d'environnemental avec un pion, le pion ne se défausse pas, il reste en place. N'oubliez pas, deuxième point de règle aussi important, lorsque vous résolvez un problème environnemental dangereux, vous gagnez 2 points de morale. Donc le commandant augmente de 2 sur la piste de morale. Ensuite, les deux autres problèmes environnementaux un peu particuliers sont l'ampoule cassée et la fuite. La fuite, alors elle n'a rien de particulier si ce n'est que déjà elle fait perdre un 1 au moral, puisque c'est un problème environnemental, donc elle fait perdre 1 au moral et ça nécessitera la pompe à eau pour gérer le problème de fuite. Et enfin, on a l'ampoule cassée. Alors l'ampoule cassée, c'est le seul problème environnemental où vous n'allez pas perdre de morale. C'est-à-dire que si vous êtes au bout de la piste de morale, eh bien si une ampoule cassée survient, eh bien vous ne perdez pas la partie. Ça c'est très très important, souvenez-vous-en. Par contre, le problème d'éclairage, le problème de l'ampoule cassée, ça apporte un autre problème et non des moindres, puisque un marin supplémentaire doit être activé pour tout ordre qui sera exécuté dans une section où vous avez une ampoule cassée. Donc ça nécessite plus de marins, c'est quand même très 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 contraignant. Donc voilà pour les 5 types de problèmes environnementaux que vous pourrez rencontrer au sein du U-Boat. N'oubliez pas quand même que par contre les 5 problèmes environnementaux, quand vous les résolvez, vous gagnez plus 2 en morale, ça c'est sûr. Voilà pour les problèmes environnementaux. On va attaquer maintenant un dernier point aussi, et non des moindres, qui est la voie d'eau. La voie d'eau, en fait, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement l'eau qui rentre dans le sous-marin. Mais quand je dis de l'eau, c'est qu'il y a une fuite, il y a une section qui peut être noyée. Bien évidemment, il va falloir colmater cette voie d'eau. Et pour colmater cette voie d'eau, ça va nécessiter un petit exercice de puzzle. Donc là en fait vous avez des pièces qui vont correspondre à la visibilité du sous-marin. Grosso merdo, ça va être les pièces que vous allez avoir ici.
Et donc, chaque section correspond à une pièce du sous-marin. Vous avez les sections 1 à 6. Alors, il y a H et A, mais ça, j'y reviendrai dans l'explication. Et donc, ce petit puzzle, pour chaque section, vous avez 2 pièces. D'accord? Donc là, voilà, j'ai une section. Là, j'ai 2 sections. Et là, donc là, ça veut dire que j'ai 3 sections. Alors, les autres sont dans la pochette, hein, mais au départ, il faudra que le chef mécanicien ait toutes les pièces. Et bien sûr, des fêtes. Il ne s'agira pas de, il faudra les mélanger, voilà, il faudra repérer, enfin, mélanger tout ça et faire une pioche. Et bien, quand on a déjà une voie d'eau, c'est l'application qui va nous dire, je vais dire une bêtise parce que je ne l'ai pas, mais c'est l'application qui va nous dire, vous avez 2 minutes pour résoudre le puzzle. Cela va dépendre où se trouve la voie d'eau. Par exemple, dans mon exemple, si, admettons, l'application nous dit que on a 2 minutes pour résoudre, pour colmater la voie d'eau qui se situe dans la section 4, eh bien, pour pouvoir colmater cette voie d'eau, il faudra déjà, il faudra au niveau du puzzle, eh bien, retrouver les pièces correspondant à la section 4, mais en plus la section 5 et la section 3, donc les 2 sections adjacentes au problème de voie d'eau. Donc par exemple, eh bien là je vais avoir 2 minutes, donc ça, je peux vous garantir que ça doit passer très vite. Vous avez 2 minutes pour résoudre ce puzzle. Donc voilà, hop, je pense que ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça. Donc là je le fais assez rapidement hein, pour vous là. Et du coup, voilà, hop. Pour vérifier ça, vous devez absolument retourner les tuiles pour bien confirmer. Alors là, vous voyez, si c'est bon. Pour bien confirmer que... Alors tout ça, c'est pendant que le laps de temps de l'application se défile, hein, donc il faut être assez rapide. Donc là, voilà. Donc section 4. Donc là, normalement, j'aurais dû avoir mon 3, mais en tout cas, mes pièces étaient bonnes. D'accord, mes pièces étaient bonnes. Donc là, on a réussi à colmater cette voie d'eau, donc on peut arrêter l'application. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous n'arrivez pas dans le temps imparti à colmater cette voie d'eau? Eh bien, la section est complètement inondée. Tous les marins, donc si je reprends la section 4, tous les marins qui étaient dans cette section sont morts et tous les objets qui étaient dans cette section sont perdus, donc sont retirés du plateau. Donc c'est quand même la voie d'eau, il faut quand même essayer de la réparer le plus possible. Pour éviter d'être un peu dans la merde. Alors, il y a quand même la possibilité de parer ça, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous sentez qu'au niveau du puzzle, vous n'y arrivez pas dans le temps imparti, eh bien, le commandant peut ordonner une réaffectation. Vous devez sortir les marins avant la fin du temps. Hein. Vous devez sortir les marins, donc pensez à prendre les objets qui s'y trouvent, de manière à pouvoir toujours avoir. Et si les marins sont sortis et que l'application arrive à la fin, eh bien, vous... colmater, vous mettez ce jeton là sur la section 4 et du coup vous ne pouvez plus rentrer sur cette section entre guillemets. Ça j'y reviendrai un peu plus tard. Donc n'oubliez pas aussi quand vous n'arrivez pas, alors quand quand une voie d'eau apparaît et que vous commencez à la colmater, pour colmater cette voie d'eau vous diminuez le moral de 1. Une autre règle où on perd du moral, souvenez-vous-en. Bien évidemment, pour réparer cette voie d'eau, il faudra une réaffectation et un ordre réparé. Donc ça veut dire 2 ordres. Par ailleurs, il faudra, pour colmater une voie d'eau, 5 spécialisations, enfin en tout cas 5 marins qui colmatent cette voie d'eau. Donc avec les clés, donc ça veut dire que soit vous utilisez la trousse à outils pour pouvoir avoir des clés supplémentaires, soit eh bien un 5e marin devra utiliser 2 jetons activation pour pouvoir aider les 4 mécaniciens, parce que c'est généralement les 4 mécaniciens qu'on va envoyer à colmater l'eau, puisqu'ils ont la spécialisation, donc ça veut dire qu'ils utiliseront qu'un truc, mais ça nécessitera un 5e marin pour pouvoir colmater cette voie d'eau. Dès lors que vous avez les 5 marins dans la section en question pour colmater cette voie d'eau, et bien là, vous pouvez commencer à réparer et donc faire le puzzle et donc essayer de colmater la voie d'eau. N'oubliez pas aussi, dès lors que vous avez une 2e voie d'eau, si vous n'arrivez pas à la colmater, vous avez perdu. C'est-à-dire que le sous-marin coule dès lors que vous avez au moins 2 voies d'eau.
J'espère avoir été clair concernant la voie d'eau. Mais généralement, c'est l'application qui vous dira quoi faire et en un temps imparti. Bien évidemment, dans le temps imparti, il faudra résoudre le puzzle. Donc déjà faire une réaffectation et un ordre de réparation, résoudre le puzzle, le retourner pour voir si vous ne vous êtes pas trompé dans les pièces. Si vous vous êtes trompé et qu'il reste du temps, à ce moment-là, le commandant peut ordonner une réaffectation pour vous dégager de la rapidos avec le matériel. Alors, dans une réaffectation, je vous ai expliqué dans les règles de base que pour pouvoir aller d'un point A à un point B dans le sous-marin, eh bien, vous devez créer une chaîne de sections disponibles. Forcément, quand vous avez une section qui est inondée, eh bien, cette chaîne est coupée. C'est-à-dire que la section 4 est complètement inondée, et en plus, alors dans l'exemple ici, la cuisine ne peut plus être faite, donc ça peut devenir très vite un problème. De toute manière, quand il y a, à mon avis, quand il y a une voie d'eau, c'est que ça pue vraiment. Bref, vous avez quand même la possibilité de vous déplacer en passant par le sous-marin et en allant dans une autre section. Pour ce faire, déjà le sous-marin devra obligatoirement être en surface, et en plus c'est la seule fois où pour un mouvement les marins devront utiliser un jeton d'activation. Voici la seule manière que l'on pourra de se déplacer en contournant une section qui est inondée. Voilà ce que je peux dire pour le chef mécanicien. Vous avez maintenant vu tous les rôles dans leur ensemble. Et bien voilà, c'était l'explication de U-Boat The Board Game. J'espère ne pas avoir trop fait d'erreurs ou de ne pas avoir oublié trop de points de règle, parce que c'est vrai quand même qu'il y a pas mal à retenir. En tout cas, pour faire cette vidéo, j'ai eu pas mal à retenir et pas mal de soucis techniques aussi. Euh, c'est vrai que la vidéo risque d'être un peu longue, mais je pense qu'il fallait bien ça pour pouvoir un peu comprendre et se rendre compte un peu de ce que ce jeu a à offrir. En tout cas, de mon point de vue, j'ai vraiment hâte de pouvoir y jouer, parce que je pense que c'est vraiment un jeu qui, pour le coup, devient coopératif. C'est-à-dire que il est vrai quand même que dans les jeux coopératifs, on dénote souvent un souci de leader en fait, qui indique aux autres ce qu'ils veulent faire. Là, ça me paraît assez complexe. Les rôles sont de faire ça en tout cas. Alors c'est toujours un peu via le commandant forcément, mais les rôles sont vraiment différents. Je pense que chacun des rôles, j'ai vraiment envie de jouer à chacun des rôles, parce que tous les trucs sont vraiment différents, que c'est super, ça a l'air super sympa. Ensuite, on peut aussi imaginer pas mal de choses qui peuvent ressortir de la communauté, avec des extensions par exemple qui pourraient être présentes. Je sais que dans la boîte de base, on a la carte de la Manche, et la carte de mémoire, ça doit être la Méditerranée, je crois, ou l'Atlantique, je sais plus. Mais voilà, on peut être amené à avoir des extensions. Enfin, moi je suis vraiment enjoué par ce jeu. Je pense que je regrette pas de l'avoir KS, de l'avoir kickstarté. Je pense que je vais passer quelques heures dessus, parce que jouable en solo, bon, en solo, je pense que on va perdre un peu le côté voilà, ordre, qui doit être bien évidemment donné, mais aussi ok pour moi. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'interaction entre les joueurs. Il est important que les joueurs autour de la table soient assez carrés, ou en tout cas essayent d'être le plus compréhensif possible. Ça nécessite de la communication. Je pense que c'est vraiment ça qui va être le fil conducteur de ce jeu. Ça va être vraiment la communication. Après, il y aura des petites erreurs, mais ça va faire partie du jeu d'essayer de résoudre ces petits problèmes, et ensuite de s'améliorer à force en jouant. Enfin, vraiment très enjoué par ce jeu.
J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré sa longueur. J'espère aussi que vous aurez compris un peu les explications. N'hésitez pas à poster en commentaire les soucis de règles que vous aurez pu déceler si vous avez déjà le jeu ou si vous avez lu les règles, ou bien des questions que vous vous posez concernant le jeu. Voilà. N'hésitez pas à poster tout ça en commentaire. Euh, N'hésitez pas évidemment aussi à partager la vidéo, à liker la vidéo et à vous abonner surtout pour savoir quelles sont les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Pour ma part, en attendant, je vais vous laisser après cette vidéo la plus longue de ma vidéothèque, en vous souhaitant de bien vous porter surtout, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!